One Piece. Plus de 516 millions d'exemplaires vendus dans le monde, 21 milliards d'euros générés en produits dérivés et l'œuvre est traduite dans plus de 40 langues. Le manga est étudié dans les universités japonaises et a vu ses personnages être relookés par Gucci ou encore Lacoste. Bref, tout le monde connaît One Piece. C'est littéralement la référence du manga et de la japanimation à l'international. Malgré tout succès, les deux premières places des meilleures ventes de manga entre 2008 et 2015 sont occupées par Naruto et Bleach. Luffy a mis beaucoup de temps à trouver son public européen, à tel point que la troisième place n'est pas occupée par un manga de pirate, mais bien un manga de magie. Ce manga n'est publié que depuis 2 ans, mais va connaître un succès inattendu dans notre hexagone. Ce manga, c'est Fairy Tail. Pour bien comprendre l'exploit réalisé par Fairy Tail, il nous faut une petite recontextualisation, donc on retourne directement dans les années 2000. Le Weekly Shonen Jump, clairement le magazine le plus iconique de la parution de manga, est sur la pente descendante. Les ventes flopent totalement, et les japonais commencent même à boycotter le magazine. Les nouvelles séries ont beaucoup de mal à convaincre. Si je te dis Lovina ou Belzebub, je suis pas sûr que ça t'ait beaucoup marqué. De plus qu'elles arrivent juste après les grands vides laissés par Dragon Ball et Slam Dunk, qui ont littéralement carré le magazine pendant plus de 10 ans. C'est à ce moment-là qu'arrivent 3 œuvres. 3 œuvres qui vont marquer un tournant dans l'histoire du manga. Ces 3 œuvres vont donner naissance à une nouvelle appellation encore utilisée en 2025, un terme encore très mal interprété par les fans et que je vais utiliser tout au long de la vidéo. Ce terme, c'est le Big Three. Le Big Three désigne les 3 mangas qui ont sauvé le Weekly Shonen Jump lorsqu'il était dans une de ses pires périodes. Naruto, One Piece et Bleach. Les gars, il faut vraiment se rendre compte du phénomène que c'était à l'époque. À l'échelle monde, les 3 mangas n'ont pas lâché le podium des meilleures ventes pendant plus de 15 ans. Mais alors, comment Fairy Tail a réussi à s'imposer comme un acteur majeur en France? Comment Hiro Mashima, encore inconnu au bataillon, a réussi à marquer une génération dans le 2e pays le plus consommateur de mangas? L'histoire, le fanservice ou encore le plagiat, on va voir tout ça. Fairy Tail, si on y réfléchit bien, c'est un manga qui ne pouvait pas flop. Un protagoniste badass qui maîtrise le feu, de la magie, des chats qui volent et des meufs. Des meufs et encore des meufs. Si t'avais entre 5 et 15 ans au moment de l'explosion du manga, t'étais obligé de trouver quelque chose qui te plaisait. C'est clairement une alternative bien plus simpliste que les mangas du moment comme Hunter x Hunter ou encore le Big Three. Dans Fairy Tail, pas de conflit géopolitique, pas de longues introspections et encore moins des nettoyages ethniques. Tu vas me dire c'est très bien tout ça frérot, mais est-ce que ça justifie un tel succès? Eh bien non, et Hiro Mashima, l'auteur de l'œuvre, l'a très bien compris. Selon moi, il y a 5 points essentiels que je vais vous donner par ordre d'importance qui ont fait le succès de Fairy Tail, et qui prouvent à quel point Hiro Mashima est un génie. Le premier point, c'est les musiques. Alors m'insultez pas les gars, je sais qu'on se concentre énormément sur le bouquin, mais je vais être obligé de souligner l'impact énorme qu'a eu l'anime sur les ventes du manga en France. Je n'ai pas peur de le dire, les musiques de Fairy Tail sont haut niveau, voire meilleures que celles du Big Three, que ce soit opening, ending ou OST. Ah tu me crois pas? Allez petit dump. Just be myself この世界で終わらない夢追いかけ Speed up, speed up メリーゴーラウンド回る夢の世界に残された君の横顔追いかけて朝を迎えNuméro 4, les personnages féminins. S'il y a bien un truc que les mangaka des années 2000 avaient du mal à faire, c'est écrire des personnages féminins. Sakura, Orihime ou encore Misa. À part Fullmetal Alchemist et One Piece qui tiraient leur épingle du jeu, on était franchement pas bien servi. Hiro Mashima arrive avec une ère de nouveauté. Dans son œuvre, plusieurs des personnages les plus puissants du royaume de Fiore sont des personnages féminins. On a même une Erza qui a une des meilleures origin story de l'œuvre. Et Mashima a réussi son pari de toucher un public féminin à travers le monde. Bon, je vous l'accorde, il a une certaine tendance à les dénuder sans raison. Sauf que ça, on en parlera plus tard. Numéro 3, les RPG. Bon les gars, je vais pas vous mentir, j'ai absolument jamais joué à un RPG, donc j'ai fait mes petites recherches,
est juste waouh. L'influence de Dragon Quest ou de Final Fantasy se sent dès les premiers chapitres. Fairy Tail, ça fonctionne comme un jeu de rôle, que ce soit avec les différentes guildes ou les grades attribués aux mages, mage de rang S ou encore chef de guilde. L'anime s'inscrit dans une mode, dans une trend et atteint son prime en même temps que des jeux comme Dark Souls ou encore FF14. Là où Mashima est trop fort, c'est qu'il a repris les codes des RPG pour les refaire à sa sauce. Quand tu vas voir des paladins dans World of Warcraft, Mashima nous pond Erza qui fait spawn autant d'armes et d'armures qu'elle veut. Quand on va avoir des invocateurs dans FF14, Mashima nous sort les 12 esprits stellaires. Enfin bon, vous avez compris l'idée. C'est ce qui fait de Fairy Tail une œuvre unique en son genre, mais également très clivante. Ce qui nous amène au point suivant. Numéro 2, les haters. Selon vous, quel est le point commun entre Jul, Alexis Chance et Dragon Ball Evolution? Pas facile celle-là. Ils sont énormément critiqués, détestés par beaucoup de monde, et pourtant, je suis sûr à 100% que vous avez déjà regardé une vidéo d'Alexis Chance, écouté une musique de Jul ou encore vu Dragon Ball Evolution. Fairy Tail, ça marche tout simplement de la même manière. Je vous l'ai déjà dit, l'œuvre est plutôt simpliste. Tu laisses les grandes introspections, les longs arcs et les antagonistes profonds au Big 3. Il y a Jelal à la rigueur qui sauve un peu les meubles, mais à part ça, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. Ce genre de format, c'est parfait pour un jeune public. Par contre, t'es pas du tout à l'abri d'agacer les aficionados et les puristes de manga, tout simplement. Les gars, j'ai littéralement jamais ou rarement croisé un fan de Fairy Tail de 45 ans. Eux, c'est plus du Kingdom, du vagabond, les seinen en général. Et malheureusement, l'une des critiques qu'on retrouve le plus souvent sur Fairy Tail, c'est le fanservice. S'il y a bien quelque chose que Mashima a compris, c'est qui était son public et quoi leur donner. Vous voulez des maillots de bain? Tenez, concours de maillots de bain. Vous aimez bien les personnages? Pas de soucis, on fera mourir personne. Le scénario est souvent sans conséquence, et c'est une des métriques qui agace le plus les fans. Les antagonistes que les fans ont le plus appréciés sont devenus gentils comme par magie, comme Jelal ou Ultia, et même les morts qu'on a eu comme Grey pendant l'arc Tartaros, se sont avérés être des fausses morts en fait, tout simplement. Bref, passons au numéro 1, TikTok. Bon là tu comprends absolument rien de ce que je te raconte normalement, mais pas de panique, je vais tout expliquer, reste assis. Pour faire simple, tout comme TikTok, Fairy Tail a regardé ce qui marchait chez ses concurrents et l'a fait de manière beaucoup plus condensée. Je vais m'expliquer. Des arcs courts et efficaces et une publication effrénée. Mashima, c'est vraiment le gars qui pouvait te pondre 40 pages par semaine, pendant que la plupart des mangaka en font 10 ou 20 pendant la même durée. Bon, je vous sens un peu sceptique. Parlons en fait. Pour vous donner un ordre d'idée, en un an de publication, Luffy est arrivé à Dressrosa et encore dans le Colisée, donc même pas à la moitié de l'arc. Pendant ce temps, pour Natsu, a eu le temps de rencontrer Lucy, libérer Macao, démanteler Eisenwald, libérer l'île de Galuna et affronter Phantom Lord, donc littéralement 5 arcs narratifs. Et là tu vas me dire, frérot, Mashima il bâclait son travail avec ce rythme. Je te laisse en juger du coup. En fait, ce qui est fort avec Fairy Tail, c'est que ce n'est pas prise de tête. C'est un peu du contenu fast-food, rapide et efficace. Ça plaît à beaucoup de monde, et il n'y a pas de souci avec ça. Mais après avoir cité ces 5 points, est-ce que ça justifie vraiment le fait que ça a été plus populaire que One Piece pendant un certain temps en France? Non, clairement pas. Et c'est pour ça qu'on va passer à un 6ème point caché, bien plus important que les 5 autres. Numéro 6, la surmédiatisation. Dans les années 2010, la Fnac était un lieu de repère pour les fans d'anime. Ça allait du simple consommateur qui achetait ses nouveaux tomes toutes les semaines, aux enfants qui lisent sur place par manque d'argent. Et je faisais partie de cette deuxième catégorie. Je me souviens très bien que les stands étaient agencés de manière suivante. Les 3 best-sellers du mois avaient droit à leur propre bibliothèque, tandis que les autres mangas étaient mélangés par catégorie. On va pas se mentir, Naruto, Bleach et One Piece dominaient totalement le marché à cette époque-là. Enfin, c'est ce que je croyais. Un après-midi d'été, ma mère me laissa à la Fnac pour mon fameux rituel. Je me dirige vers les mangas, et je m'attends encore une fois à voir nos 3 protagonistes. Mais non, pas cette fois-ci. Cette fois, je vois un petit nouveau. Un petit nouveau qui s'avérera rester plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années dans le top 3 des best-sellers de la Fnac. Et ce petit nouveau, vous l'aurez deviné, c'est Fairy Tail. C'est un peu con à dire, mais Fairy Tail est apparu au bon endroit, au bon moment. Et je vais tout expliquer. Bon, déjà pour commencer, dans les années 2010, on a eu le droit à une surdistribution des mangas dans les librairies françaises, de la part de Pika Édition notamment. Ils ont fait un pari vraiment risqué, qui s'avérait être payant au final. Mais comment ça se fait? Comment une des plus grandes maisons d'édition de France a pu investir autant sur une œuvre qui était encore inconnue à l'époque? Donc c'est clairement un coup de poker. Mais pas trop. Si on se concentre vraiment 2 minutes sur Fairy Tail, c'est un manga qui a aussi bien marché en Europe et dans le reste de l'Asie, car le manga n'a absolument rien à voir avec le Japon. Pas de samouraï, pas de tenue traditionnelle, pas de plat nippon. Non, ici il y a que de la grosse baston à coups de sorts magiques sur un décor tantôt haussmannien, tantôt victorien ou encore un art déco.
Le manga est clairement fait pour plaire au public occidental et ça Pika l'a très bien compris. Ils ont publié jusqu'à 7 tomes par an pour rattraper le Japon. On peut encore parler des énormes stands à la Japan Expo. L'anime est arrivé dans la foulée et a eu droit à une diffusion privilégiée sur les chaînes comme Game One ou J1. Si on prend One Piece toujours en exemple, Game One s'arrêtait toujours à l'arc Arlong Park n'ayant pas les droits pour la suite de l'œuvre. Fairy Tail a eu le droit à plusieurs marathons à la télévision et est arrivé à peu près en même temps que les simulcasts que nous connaissons tous. Crunchyroll, créé en 2006 mais qui n'a eu le partenariat avec TV Tokyo qu'en 2009. Ou encore ADN, qui a été créé en 2013. Bref, Fairy Tail a eu beaucoup de chance et s'est vu faciliter le travail par le flair de quelques éditeurs. En toute objectivité, l'œuvre est bien, sans être incroyable, et les personnages sont attachants, sans être marquants. En somme, Fairy Tail, c'est juste au-dessus de la moyenne. Son ascension fulgurante lors du passage à vide de One Piece ne veut pas forcément dire que c'est une meilleure œuvre. Fairy Tail a connu son âge d'or, mais comme toute magie, son éclat finit toujours par s'estomper.